On va commencer donc par le condensateur plan, le modèle du condensateur plan. Donc le modèle du condensateur plan, ce sont deux armatures planes qui vont porter des charges opposées. Donc une charge Q et une charge moins Q portées par chacun de ces plans. Et donc tout ça, ça va être séparé par une distance petit e. Ces deux armatures en regard qui portent des charges opposées, je dirais que c'est la façon dont vous avez représenté les condensateurs depuis la première année. Et donc on va supposer que le condensateur du haut porte une charge surfacique sigma et le condensateur du bas une charge surfacique moins sigma. Donc deux charges surfaciques opposées. Et le but, c'est de calculer ce qu'on appelle la capacité. Alors vous vous souvenez de la définition de la capacité? Donc quand on a fixé arbitrairement d'ailleurs, parce que Q et moins Q sont algébriques, mais une des charges égale à Q, l'autre charge égale à moins Q. U, la flèche de U, on la met du côté de Q, et U c'est Q sur C, avec cette convention d'orientation pour la tension. Donc ça veut dire qu'ici, quand je fais le dessin, il faudra que je prenne U dans ce sens-là. Donc ce sera le potentiel du haut moins le potentiel du bas. Attention, vous ne pouvez pas faire tout ça au signe près, hein. Donc il faut être bien carré sur les conventions d'orientation. Alors, voilà le condensateur plan. Et on va négliger ce qu'on appelle les effets de bord. De bord, B-O-R-D-S. Hein. Donc les effets de bord, c'est quoi? C'est que quand on regarde en fait les lignes de champ dans un tel condensateur, à l'intérieur du condensateur, on va voir qu'elles sont bien rectilignes, mais quand on s'approche des bords, eh bien, voilà, les lignes de champ peuvent un peu s'incurver. Le champ, il va un peu sortir du condensateur. Mais dans la mesure où l'épaisseur est très petite devant la longueur et la largeur, on néglige ça. Ce qui fait qu'en fait, c'est comme si on considérait que les deux plans étaient deux plans infinis. Donc l'hypothèse, c'est que en fait, tout ce qu'on a fait, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, on a fait ça mardi, donc le plan infini, quand vous avez un plan infini unique, chargé sigma, on avait démontré que le champ valait sigma sur 2 epsilon 0 au-dessus, et qu'il valait moins sigma sur 2 epsilon 0 en dessous, et qu'il était uniforme. Donc je ne refais pas ça. Vous vous souvenez comment on a fait? On a appliqué un théorème de Gauss, on a fabriqué une boîte qu'on a fermée symétriquement des deux côtés. Et donc là, ici, ça va être l'illustration de ce qu'on appelle le théorème de superposition. Donc si on vous fait calculer la capacité du condensateur plan, eh bien systématiquement avant, il y aura le calcul du champ créé par un plan infini comme préalable à ça. Alors pourquoi? Parce que, alors qu'est-ce que c'est que le théorème de superposition? On verra, c'est lié à la linéarité des équations de Maxwell, c'est-à-dire que le champ créé par ces deux plans, c'est la superposition des champs créés par le premier plan plus le champ créé par le deuxième plan. Donc, il ne faut surtout faire aucun calcul quand on vous donne le condensateur. Ne vous remettez pas à essayer d'appliquer le théorème de Gauss avec cette nouvelle distribution, mais simplement, vous précisez bien que ça, c'est la somme de ça plus ça. Qu'est-ce que ça va faire vectoriellement? La somme des champs créés par ici. Alors on peut le faire comme ça en dessinant, j'allais dire, les vecteurs, ou on peut le faire avec un graphe et la mesure algébrique de E en fonction de Z et additionner les graphes par morceau, mais regardez un petit peu. Donc on peut dire que le champ E, ce sera E1 plus E2, sachant qu'ici on a plus sigma et qu'ici on a moins sigma. Regardez, j'ai fait exprès de les décaler un peu dans l'espace pour bien montrer qu'ils ne sont pas au même niveau. Il y a la distance E entre les plans. Donc ici le champ E1, il est comment?
Alors je le représente comme ça, schématiquement, pour montrer sa direction. Il est vers le haut, au-dessus du plan. Il est vers le bas, en dessous du plan. Le champ E2, ils ont tous la même norme, hein, sigma sur 2 epsilon 0. Attention, là j'ai moins sigma, donc je dois changer sigma en moins sigma, ce qui fait que au-dessus du plan maintenant, le champ est comme ça, et en dessous du plan, le champ est comme ça. Donc pour les charges négatives, le champ est dirigé vers les charges négatives. Pour les charges positives, il fuit les charges positives. Si j'additionne vectoriellement ces deux situations, qu'est-ce que ça va faire? Regardez, très simple. Au-dessus ici, j'ai la superposition de ce champ-là et de ce champ-là. Ils ont la même norme, mais ils sont en sens contraire. Donc le champ E ici est nul. À l'extérieur du condensateur, le champ est nul. De la même manière, en dessous ici du deuxième plan, j'ai ça et j'ai ça. Ils sont en sens contraire, ils sont de signe contraire. Le champ est nul. Alors où est-ce qu'ils se superposent sans s'annuler? C'est uniquement à l'intérieur du condensateur. Donc là, entre les armatures, les deux sont dirigés vers le bas, des charges positives vers les charges négatives comme d'habitude. Et donc là, ça vaudra donc moins sigma sur 2 epsilon 0, moins sigma sur 2 epsilon 0, c'est-à-dire vecteur UZ, hein, avec un vecteur UZ dirigé vers le haut. Et donc ça fera moins sigma sur epsilon 0, vecteur UZ. Alors si vous avez du mal un peu à le voir comme ça avec les mains, si vous préférez, on va faire un petit schéma avec les mesures algébriques de chacun de ces champs et on va graphiquement additionner les contributions. Peut-être que ça vaut le coup. D'accord? Donc on va dire que l'origine de l'axe Z, pourquoi pas la mettre au milieu ici des deux condensateurs. Donc je vais dessiner en mesure algébrique le champ E1. Donc le champ E1, attention, ça c'est en E sur 2. Ce plan-là, il est en E sur 2. Donc il est positif au-dessus, négatif en dessous, avec la fameuse discontinuité dont on a parlé mardi. Ça c'est le champ mesure. Ah, il faut travailler en mesure algébrique, hein. Vous ne pouvez pas travailler en norme, hein. Ensuite, le champ E2, il est comment? Lui, il est en moins E sur 2. Et lui, il est négatif en dessous. Et il est positif. Il est négatif au-dessus et il est positif en dessous. Donc ici, c'est sigma sur 2 epsilon 0. Et là, c'est moins sigma sur 2 epsilon 0. Si j'additionne ces deux courbes, qu'est-ce que ça va me donner? Regardez, c'est exactement ce que j'ai fait vectoriellement. Ça plus ça, ça fait 0. Ça plus ça, ça fait 0. Et il n'y a que entre les armatures du condensateur que ces deux courbes s'additionnent. Et elles s'additionnent négativement. Vous voyez? Et donc, ça vaut la somme des deux. Donc, le champ total. Le champ total en mesure algébrique. Donc, moins E sur 2 plus E sur 2. Voilà. Et ici, donc, ça fait moins sigma sur epsilon 0, puisque j'ai changé l'échelle, hein. J'ai additionné les deux. Ça va pour tout le monde? Donc, voilà le champ. Alors, surtout quand vous appliquez le théorème de superposition, il y en a qui font ça, mais ils le font sans le dire. Et c'est-à-dire, le point crucial, en fait, c'est ça, c'est ce dessin. C'est-à-dire de bien expliquer la situation qui est là. Elle est superposition de ces deux situations, de ces deux sources du champ. Et donc, les champs vont être la somme, le champ total va être la somme de ces deux champs. Il faut bien expliquer ce que vous faites quand vous additionnez les contributions. Donc, une fois qu'on a le champ, eh bien après, c'est assez facile de calculer la capacité. Donc, quelle est la démarche? J'ai donc un champ qui est uniforme ici, qui est négatif, et qui est nul à l'extérieur.
Alors, vous vous souvenez qu'avec les densités surfaciques de charge, le champ peut être discontinu à la traversée des surfaces chargées. D'ailleurs, on pourrait vérifier les relations de passage ici, hein, qu'on avait donné E2 moins E1 égale sigma sur epsilon 0 vecteur n de 1 vers 2 à chaque fois. Ici, on pourrait le vérifier. Mais le potentiel, lui, va être continu. Alors, pour trouver l'expression du potentiel, il faut revenir à l'expression qui existe. C'est toujours la même, hein. Si vous voulez déterminer le potentiel en connaissant le champ, vous dites E est égal à moins gradient V est égal à moins dV sur dz vecteur EZ et vous intégrez ça par morceau. Donc il y a 3 zones. Il y a en dessous du condensateur, il y a dans le condensateur et il y a au-dessus du condensateur. Donc dans les zones 1 et 3, comme le champ est nul, le potentiel est constant, mais ce n'est pas les mêmes constantes. Donc je vais dire K1 et K3. Et puis dans la zone numéro 2, le champ est uniforme et il est négatif. On travaille en mesure algébrique. Donc il vaut moins sigma sur epsilon 0. Donc vous intégrez ça par rapport à z, à une constante additive près toujours. Donc Vz sur epsilon 0, sigma z sur epsilon 0. C'est pas un vecteur, hein, c'est un scalaire, plus une constante K2. Comme d'habitude, vous pouvez choisir arbitrairement une des 3 constantes, mais à ce moment-là, les 2 autres seront fixées par les raccords par continuité à la frontière entre les domaines. Donc, on va choisir K2 égale 0. Donc ça, c'est un choix par symétrie, on peut dire ça comme ça. Et puis donc après, vous voyez que les 2 autres seront fixés par continuité. Donc ça, K1, donc du coup, vous raccordez en E sur 2. Donc ça vaudra sigma E sur 2 epsilon 0. Ça vaudra moins sigma E sur 2 epsilon 0. Je vais faire un dessin donc, du potentiel. Donc on aura V de Z en fonction de Z. E sur 2, c'est le plan du haut. Donc on aura un truc comme ça. Donc le potentiel est constant, il vaut sigma E sur 2 epsilon 0 au-dessus du condensateur, il vaut moins sigma E sur 2 epsilon 0 en dessous, et il est linéaire, et c'est moi qui ai choisi l'origine, ici en Z égale 0. Donc que vaut la tension? Ça va être... Alors attention, hein, soyez cohérents surtout avec le choix que vous avez fait au départ. Regardez, souvenez-vous de ça. Hein. U, ça va être le potentiel de la charge ici positive, Q, moins l'autre. Hein. Donc il y a bien un sens. Donc c'est ce potentiel-là moins ce potentiel-là. Donc c'est V en E sur 2. Comme d'habitude, la tension, c'est la différence de potentiel. Et donc ça va vous faire 2 fois sigma E sur 2 epsilon 0. Donc sigma E sur epsilon 0. Alors, maintenant, il faut relier ça à Q. Parce que, regardez un petit peu, quelle est la définition de la capacité? La définition de la capacité, c'est U est égal à Q sur C. Alors, bien évidemment, que vaut Q? Ben, Q, si la densité surfacique de charge est uniforme, Q, ça vaut sigma fois S. Hein, et moins Q, bien sûr, ça vaut moins sigma fois S. Je multiplie par la surface. Ici, alors je pourrais fixer des longueurs, des largeurs, j'appelle simplement S. D'ailleurs, regardez, c'est pratique parce que du coup, ça ne dépend pas de la forme des armatures. Vous pouvez prendre une armature sous forme de disque, une armature sous forme de rectangle, de carré, de ce que vous voulez. Ça ne changera pas. Et donc ici, pour faire apparaître Q dans la tension, parce que ce truc-là est égal à Q sur C. Seulement, je n'ai pas Q, donc je multiplie par S, je divise par S, et donc ben, je dis que c'est Q sur C. Mais Q, c'est quoi? C'est sigma fois S. Donc j'identifie, en fait c'est une identification, hein, l'expression de la capacité. C'est une identification avec la définition de la capacité. Et donc j'ai cette fameuse formule, C égale epsilon 0 S sur E. Donc voilà l'expression de la capacité. Epsilon 0 S sur E. Donc la capacité est proportionnelle à la surface, inversement proportionnelle à l'épaisseur entre les armatures et aussi à epsilon 0. Et si vous avez ce qu'on appelle un diélectrique, parce que très souvent, on n'a pas l'air entre les armatures, mais on a un isolant, alors je vous demande d'admettre qu'on peut remplacer epsilon 0 par
ce qu'on appelle epsilon 0, epsilon r, qu'on appelle epsilon tout court. Hein, bon, on peut démontrer, c'est plus du tout à nos programmes, qu'en fait, vous remplacez simplement la valeur de cette constante par une constante, ça c'est ce qu'on appelle la permittivité diélectrique relative du milieu. C'est un coefficient sans dimension. Et le produit des deux, ça vous donne ce qu'on appelle la permittivité diélectrique du milieu. Donc, et ça, c'est relié à l'indice d'ailleurs, c'est relié à l'indice du milieu. Bon, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais quand vous avez fait le cap coaxial, hein, vous avez en fait travaillé dans ces conditions-là pour mesurer par exemple la vitesse de propagation. Bon, ça, c'est pas à connaître, c'est pas au programme cette histoire de permittivité. Je vous le dis juste comme ça, vous en aurez entendu parler au moins une fois. Donc voilà. Et regardez, ça c'est ce qui va vous donner l'unité de epsilon 0. D'où vient l'unité de epsilon 0? Elle vient de cette relation-là. La capacité c'est en farad. Alors souvent, vous savez, epsilon 0, on met SI, hein, parce qu'on ne sait pas toujours l'unité. C'est pas très grave. Mais ça c'est en farad. Et là, vous avez mètre carré sur des mètres. Donc c'est en farad mètre moins 1. Hein, c'est là que vous voyez l'unité de epsilon 0. Attention, epsilon 0, c'est une constante. Mais ça n'est pas sans dimension, bien entendu. Donc voilà l'expression très classique, donc le condensateur plan. Il y a d'autres géométries de condensateurs et donc on va les faire rapidement parce que c'est très classique. On va parler du condensateur cylindrique et du condensateur sphérique. C'est exactement la même chose que ça, mais en cylindrique ou en sphérique. Donc condensateur cylindrique. Donc qu'est-ce que c'est qu'un condensateur cylindrique ? Donc cette fois-ci, les deux surfaces chargées, les deux armatures du condensateur, ça va être deux cylindres coaxiaux d'axe Z. Donc le conducteur intérieur de rayon R1 et l'armature extérieure de rayon R2. Donc on va supposer que par convention l'armature intérieure porte la charge moins Q et que l'armature extérieure porte la charge plus Q, qui a une densité surfacique de charge sigma 2 pour l'armature extérieure et une densité surfacique de charge sigma 1 pour l'armature intérieure. Donc voilà un petit peu la présentation du condensateur. Donc vous avez l'armature extérieure qui porte la charge Q, l'armature intérieure qui porte la charge moins Q, et vous avez une tension entre les deux. Et cette tension, je l'appelle U, comme tout à l'heure. Alors au niveau du schéma représentatif du condensateur, on va continuer de le représenter comme ça. Donc vous avez U, et donc U c'est Q sur C, et le but c'est de calculer la capacité du condensateur. Alors ça, par exemple, ça peut être utile dans le contexte du cap coaxial, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, le cap coaxial, on avait introduit une capacité par unité de longueur. On avait modélisé, on avait dit on va couper le cap coaxial en petits tronçons et on va introduire la capacité par unité de longueur du cap coaxial. Donc typiquement, dans un sujet de concours sur le cap coaxial, c'est déjà arrivé plusieurs fois, la première partie est une partie entre guillemets d'électrostatique. On vous fait calculer la capacité par unité de longueur du cap coaxial. Donc vous voyez dans quel type de sujet ça peut intervenir. On va fixer H, la hauteur du condensateur, mais attention, on va faire une hypothèse simplificatrice, c'est que en fait, ce truc-là est invariant. Alors, c'est pas vrai que si je fixe la hauteur H du condensateur, du coup, c'est pas invariant par translation le long de Z, mais on va imaginer là aussi que les effets de bord sont négligeables et que c'est comme si, du point de vue des symétries, le truc était infini vers le haut. Alors, il y a un peu plus de boulot que sur le condensateur plan, parce que là, je ne peux pas parachuter la valeur du champ entre les armatures, comme j'ai fait là-haut par le théorème de superposition, quoique j'avais quand même un peu de boulot. Là, il va falloir d'abord, première étape, déterminer la valeur du champ dans le condensateur. Deuxième étape, calculer le potentiel entre les armatures. Et troisième étape, faire l'identification avec la capacité du condensateur. Donc, il y a un peu plus de travail. Alors, comment on commence? Donc là, on va avoir une application explicite du théorème de Gauss. Ça va ressembler à ce qu'on a fait dans la première séquence sur les symétries cylindriques. Donc, direction de E, on va aller un peu plus vite.
parce que là maintenant on commence à être habitué. Donc je prends le point M à l'intérieur du condensateur. Je veux calculer le champ entre les armatures du condensateur. Je le mets n'importe où, le point M, à l'intérieur. Première étape, direction du champ. Tout le monde voit que c'est un problème à symétrie cylindrique à partir du moment où je fais comme si le truc était infini, même si ça ne l'est pas. Donc, je mets les vecteurs de base, ER, Eθ, EZ, Eθ. Les plans de symétrie, ce sont ceux du fil infini, du cylindre en volume infini. Donc, je vais dire que j'ai deux plans de symétrie. M, ER, Eθ. Alors celui-là, il n'est pas du tout évident, hein, parce que si le truc n'est pas infini, je coupe pas le condensateur en deux parties égales. Donc il faut vraiment faire l'hypothèse qu'en fait tout cela n'a pas de limite et que c'est nous qui avons limité mentalement le truc à une hauteur h. Donc, et puis pi2, c'est M, ER, EZ. Et donc le champ appartient à l'intersection parce qu'il est contenu dans chaque plan de symétrie de ses sources. Et donc il est parallèle au vecteur ER. Ensuite, dépendance vis-à-vis des coordonnées. Donc Rθz. Invariance par translation, invariance par rotation autour de l'axe. Donc c'est surtout l'invariance par translation ici qui est un peu abusive. Donc on considère encore une fois que c'est infini. Et donc le champ est de la forme E bar de R, ER. Faut écrire hein, invariance par rotation, invariance par translation. Là je fais rapide. On énonce le théorème de Gauss. Le flux du champ E à travers toute surface fermée, c'est la charge intérieure divisée par epsilon 0 et on choisit la surface de Gauss. Alors qu'est-ce qu'on va prendre comme surface de Gauss? Vous en doutez? Il faut que E soit parallèle à ds. R, c'est la distance à l'axe. Donc on va choisir, attention, ni le cylindre blanc intérieur, ni le cylindre blanc extérieur. Pourquoi? Parce qu'il ne passe pas par M. Donc on va choisir un cylindre concentrique, mais de rayon petit r. Donc voilà la surface de Gauss. Comment va s'écrire le flux? Alors, il y a 3 contributions au flux. Ah oui, je dis, attention, qu'est-ce qu'il faut faire en plus? Je ne peux pas me contenter que de prendre la surface latérale. Ça va être la partie utile. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse en plus? Je suis obligé de rajouter les couvercles, parce que sinon ma surface de Gauss n'est pas fermée. Donc j'aurai un ds latéral, un ds2, un ds1 au-dessus. Ouais, je suis obligé de rajouter tout ça. Je sépare mon intégrale en 3 morceaux. Alors, sur les couvercles, j'enlève les ronds. Pourquoi j'enlève les ronds? Parce que chaque surface en elle-même ne constitue pas une surface fermée. Sur les couvercles, le champ est perpendiculaire à ds, puisque les ds sont verticaux et que le E est radial. Sur la surface latérale, je prends mes ciseaux. Le champ est uniforme, j'ai tout fait pour. E est parallèle à ds, donc le flux, ça va être quoi? Ça va être juste E, mesure algébrique, fois la surface. Bon, j'ai un peu accéléré, hein, mais je pense que là, maintenant, vous y êtes prêts. Donc, on prend les ciseaux. On étale la surface latérale. 2pi petit r fois h. C'était noté petit h. Et je me pose la question, où est localisée la charge qui est à... Attention, qui va contribuer au flux de E à travers cette surface? Uniquement les charges qui sont à l'intérieur. Il peut se passer n'importe quoi à l'extérieur, ce n'est pas notre problème avec le théorème de Gauss. Ce qui compte, c'est les charges qui sont à l'intérieur. Et quelle est la charge qui est à l'intérieur? C'est
moins Q. Conclusion sur epsilon 0 pour le théorème de Gauss. Conclusion, E bar de R, il vaut moins Q, et j'ai bien fait de travailler en mesure algébrique, sur 2pi RH epsilon 0, selon le vecteur ER. Voilà le champ à l'intérieur. Comment est-ce que je peux maintenant remonter à la capacité? Il faut que j'exprime la tension U entre les armatures en faisant circuler le champ, en fait, hein, puisque ça va faire, regardez comment on peut l'écrire, moins dV sur dr ER, donc c'est le gradient en cylindrique pour un problème à symétrie cylindrique. Donc, on pourrait isoler dV. dV va être égal à Q sur 2pi epsilon 0 dr sur R. J'intègre alors attention, les bornes doivent se correspondre. Donc si j'intègre de R1 le rayon intérieur à R2, ici je vais intégrer de V1 à V2. Donc j'aurai U qui vaut V2 moins V1, qui vaut donc Q. Je ne me suis même pas servi des densités surfaciques de charge d'ailleurs. Log de R2 sur R1. Et U, c'est Q sur C. Et donc, j'ai plus qu'à identifier la capacité du condensateur cylindrique. C'est donc 2pi H epsilon 0 divisé par log de R2 sur R1. Et donc, si vous voulez la capacité linéique d'un câble coaxial, la capacité linéique, ce sera la capacité par unité de longueur. Vous divisez par H et vous aurez la capacité linéique. Et vous remplacez éventuellement epsilon 0 par epsilon 0 epsilon R. Évidemment, parce que dans le câble coaxial, ce n'est pas le vide, hein, mais c'est un diélectrique.